Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous reconnaissez bien évidemment l'écriture de votre défunt ami. Et il dit, j'ai ensuite reçu les notes promises. Le premier set des notes de Nairobi fait une liste des bureaux, des officiels et des tribus que Jackson a visités. Il cherchait des informations concernant les cultes, les rituels de culte. Jackson mentionne Roger Corridion, le sous-secrétaire colonial des affaires internes, mais il note que rien de conclusif n'a pu être appris. Et à partir de là, Elias rejette la version officielle du massacre Carlisle. Le deuxième set décrit son voyage jusqu'au site du massacre. Il note particulièrement que la terre à cet endroit est désertique, que rien n'y pousse et que toutes les tribus de la région évitent l'endroit, disant qu'il a été maudit par, je cite, le dieu du vent noir, dont la maison est le sommet de la montagne proche. Le troisième set de notes est une entrevue avec un certain Johnstone Kenyatta, qui dit que le massacre Carlisle a peut-être été perpétré par le culte, je cite encore une fois, de la langue sanglante. Apparemment ce culte est connu pour être basé dans les montagnes et que sa autre prêtresse est une partie de la montagne du vent noir. Jackson est poliment sceptique, vous le connaissez. Mais voilà, Kenyatta insiste sur ce point. Là, entre guillemets, Elias note la peur et la haine des tribus régionales envers la langue sanglante, que la magie tribale ne protège en rien de ce culte, et que le dieu de ce culte ne vient pas d'Afrique. Ensuite, le quatrième set de notes poursuit la piste de l'entretien de Kenyatta. Jackson confirme que plusieurs bonnes sources disent que la langue sanglante existe, mais il ne trouve aucune preuve de première main. Des histoires qui parlent d'enfants enlevés pour des sacrifices, de créatures avec des grandes ailes qui descendent de la montagne du vent noir pour enlever des gens. Le culte vénérerait un dieu inconnu des folkloristes, un dieu qui sort des motifs traditionnels africains. Jackson fait une liste de gens interviewés. Il y a Sam Mariga, gare ferroviaire. Ensuite, Neville Germain, Dr Starrett, le lieutenant Selkirk et le colonel Endicott. Le cinquième set, c'est une feuille de notes qui rappelle, une simple feuille qui rappelle à Jackson que la portion au Caire de l'itinéraire Carlisle doit être examinée précautionneusement. Il pense que la raison qui a poussé l'expédition du côté kényan est sur le Nil. Le sixième, c'est un long entretien avec le lieutenant Mark Selkirk, chef des hommes qui ont retrouvé les restes de l'expédition Carlisle. Premièrement, Selkirk dit que les corps étaient remarquablement en bon état, vu le temps qu'ils ont passé à l'air libre, presque comme si la décomposition en elle-même ne voulait pas approcher cet endroit. Et ensuite, les victimes ont été déchirées comme par des animaux, mais quelle sorte d'animal découperait des corps de manière aussi systématique? Entre guillemets, c'est marqué inimaginable, inexplicable. Selkirk pense que les Nandis pourraient avoir un lien avec cet épisode, mais suspecte que les charges contre les meneurs sont fallacieuses. Et, entre guillemets, encore une fois, ce ne serait pas la première fois, dit-il cyniquement. Finalement, Selkirk confirme qu'aucun caucasien n'a été trouvé parmi les morts. Seuls les corps des porteurs kenyans étaient éparpillés sur le plan désertique, malgré ce qui a été dit dans l'enquête. Le septième set de notes est encore une autre feuille seule. Elias a rencontré Niles Nelson au bar Victoria en Nairobi. Nelson a été un mercenaire pour les Italiens sur la frontière Somalie-Abyssinie et s'est échappé au Kenya après avoir doublé ses employés.
Nelson dit qu'il a vu Jack Brady, donc de l'expédition, vivant à Hong Kong, moins de 2 ans avant que Jackson soit au Kenya et longtemps après que la cour kenyane ait déclaré que Brady et le reste de l'expédition étaient morts. Brady était amical mais sur ses gardes et taciturne. Nelson n'a pas poussé la conversation. Ce rapport ne fait que renforcer la théorie de Jackson que les membres principaux de l'expédition seraient peut-être encore en vie. Et enfin, le 8e set de notes discute d'une possible structure pour le livre sur l'expédition Carlyle, mais bon, vous voyez, il n'y a presque rien. Voilà, et là, cette entrée-là, elle dit dire ce qui s'est passé. Et la suivante, expliquer pourquoi. Et il avait tendance à mieux écrire que ça, je vous le dis honnêtement. Il a envoyé ensuite un télégramme d'Hong Kong qui disait que ses investigations avançaient bien. Après ça, il n'a pas donné de nouvelles jusqu'à le mois dernier, mi-décembre, le 16 décembre, quand il a envoyé un télégramme de Londres. Le télégramme était très excité, un peu fou. Il disait qu'il était à Londres depuis quelques jours, où il avait déterré pas mal de choses. Il disait qu'il avait vu des choses incroyables. Il parlait d'un plan ou d'une conspiration de proportions monstrueuses à l'échelle planétaire. Et il a dit qu'il y avait une chronologie et qu'il devait retrouver les morceaux manquants. Ouais. Et il a dit qu'il devait aller en Australie, mais il n'a pas expliqué plus. Le télégramme il se terminait en disant qu'il serait bientôt à New York. Il a pris le bateau, le Phalarope, le lendemain matin. Et après être arrivé à New York il y a quelques jours, il a laissé une autre note. Et elle était, je vais être franc avec vous, assez déconcertante et fragmentée. J'ai pensé qu'il était peut-être devenu fou, qu'il aurait besoin peut-être d'un séjour dans un asile, ou bien qu'il faisait plus confiance à personne et qu'il cachait les informations dans sa tête pour que ce soit indétectable. Voilà. Mais c'est quoi cette dernière note qui vous a fait penser ça? C'était quand on l'a eu au téléphone il y a quelques... Il avait l'air inquiet. Il nous a parlé de l'expédition Carlyle. Qu'est-ce que dit cette note? Est-ce que c'est... Écoutez, vous voyez qu'il n'a pas trop envie de la montrer, mais en même temps, il n'a pas envie de vous freiner. Il est un peu partagé. Écoutez, on a vécu des choses avec Jackson, donc on doit voir cette note. On doit la voir. Je comprends, mais... Enfin... Si vous voulez pas me la lire, passez-la moi. La faites pas fuiter. Et il vous donne les notes. Les pages sont pliées, recollées ensemble pour former un volume in quarto d'une 40aine de pages. Fréquemment, une page ou 10 sont vides. Parfois, un seul mot est répété plusieurs fois sur plusieurs pages. La majorité des entrées sont écrites avec agitation et à peine lisibles. Tous les mots sont malgré tout bien écrits de la main de Jackson Elias, vous la reconnaissez. Vous lisez quelques éléments, bien des noms, bien des formes pour la même chose et le même but. Besoin d'aide. Trop important, trop effroyable. Ces rêves, les mêmes que Carlyle? Voir les dossiers de ce psychanalyste. Tous vivants. Ils vont ouvrir le portail, pourquoi? Le pouvoir et le danger sont donc bien réels. Tous ces ruisselets, les livres, sont dans le coffre de Carlyle. À ma recherche. L'océan me protégera-t-il? Oh non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Je dois prévenir, convaincre les lecteurs. Faut-il hurler à l'aide? Hurlons ensemble. Vous voyez que clairement Kensington est pas à l'aise. Pendant que vous lisez ça, il a l'air assez perturbé. Vous comprenez ma crainte en voyant sa note. Est-ce que je peux vous demander un service? Il a un bureau ici? Vous
Non, il a pas de... Il avait un appartement, parce qu'on lui écrivait toujours ici. Ouais, non, et il venait toujours... il changeait d'hôtel de temps en temps. Il a... Je vous le dis, c'est un vrai nomade. Toujours sur la route, toujours à voyager. Et quand il venait ici, on dégageait, il pointe du doigt le bureau là-bas, on dégageait le bureau là-bas, et puis il s'installait quelques jours, jamais très longtemps. Il tenait pas en place. C'est vrai. Écoutez, merci de nous avoir fait confiance. Je pense que c'est important qu'on ait vu ces notes. Merci. Je... Vous viendrez demain ? Sans faute. Oui. De votre côté, vous avez pas fait de recherche sur l'expédition ? On vous a jamais demandé ? C'est pas moi qui écris. Hein. Ouais. Pas l'expédition, comme tout le monde, on a entendu parler, mais voilà, j'en sais pas plus que ça. Vous avez beaucoup d'auteurs ici ? Est-ce qu'ils travaillent avec d'autres... Non, il travaillait tout seul. Vous publiez d'autres folkloristes ? On publie ce qui vaut le coup d'être publié. Et par hasard, vous ne connaîtriez pas un certain Mordecai Lemming, un folkloriste de New York, qui s'intéressait à des choses similaires ? Vous n'auriez pas publié certains de ses écrits par hasard ou... Écoutez, ça me dit Il est rien du tout. spécialisé dans mais, les cultes africains, Les cultes de la mort. précisément. Mais Écoutez, ce n'est pas non, le bien seul. sûr, je me disais juste que peut-être comme vous... Non, mais vous avez raison. Hein. J'essaye juste de... Je sais pas si on a tort ou si on a raison, mais je pense qu'on est encore un peu sous le choc et qu'on essaye de comprendre, alors qu'il y a peut-être... Enfin, on a peut-être déjà compris, quoi. Ce qui s'est passé. Écoutez... En tout cas, je sais qu'il vous tenait en haute estime et... c'est dramatique. Sans lui, on serait pas là et... Voilà tout. Si seulement on avait été... peut-être 20 minutes plus tôt, voire c'était pas ce genre d'être en retard, on aurait dû savoir, on aurait dû le chercher tout de suite dès qu'il a eu 5 minutes de retard et peut-être qu'on aurait pu éviter, peut-être qu'on aurait pensez à pu... toutes les fois où... Comme à Vienne et qu'on a... C'est toujours comme ça. Là, C'est toujours comme ça. Il vivait sur le fil et... Oui, mais on était là, on était censé être Comme là j'ai aussi et on aurait pu être là, on aurait pu... Célia, on a fait tout ce qu'on a pu. Non, Raymond, on l'a pas sauvé cette fois. On a On a eu fait chaud. tout ce qu'on- On pouvait pas le savoir. Je suis désolé, Écoutez, je m'adresse Il au... y a pas de souci. Écoutez, je pense que demain on pourra tous se rappeler ensemble une dernière fois qui il était pour nous et c'est le plus important, je pense. Garder une mémoire de qui il était et cette personnalité si particulière avec sa pipe. Son petit chapeau là. Ouais. Sa veste en tuile increvable. Les mémoires d'un personnage mythique. Ouais. Vous rediscutez encore un petit peu avec lui et puis vous repartez. Un peu mélancolique, avec en tête bien évidemment le rendez-vous du lendemain pour l'enterrement et vous retrouvez votre ami Luca au restaurant face à la bibliothèque. Luca, tu te rends donc dans ce bel édifice, cette grande bibliothèque avec ces statues en haut. Vraiment un édifice, tu dois passer et voir les deux énormes lions qui sont devant chaque escalier. Et tu rentres dedans, tu es un petit peu... pas inquiet, mais tu respectes ce lieu. Et tu t'y sens pas à ta place, mais tu veux t'y sentir à ta place. Et donc tu commences à rechercher
par rapport à l'expédition Carlyle, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Tu cherches, et donc tu trouves beaucoup d'articles de journaux. Le premier, dans le New York Pillar, et donc date du 4 avril 1919. Adieu à New York. Roger Carlyle, le playboy bien connu, quittera discrètement le centre-ville demain pour les tombes égyptiennes. Ceux qui se souviennent des beautés que Roger dénichait dans les boîtes de nuit ne doutent pas qu'il parviendra à découvrir quelque chose d'aussi fabuleux dans les sables égyptiens. Quelle année? 4 avril 1919. Ensuite, encore une fois dans le New York Pillar, tu vois le 4 avril, le lendemain du coup, un autre article qui prend là, il y a même une photo du bateau. Donc c'est marqué « L'expédition Carlyle embarque pour l'Angleterre ». Dirigée par le célèbre playboy multimillionnaire Roger Carlyle, l'expédition Carlyle a embarqué ce matin pour Southampton à bord du fameux paquebot britannique l'Imperial Standard. Contrairement à ce qui avait d'abord été annoncé, l'expédition conduira diverses recherches à Londres sous les auspices de la fondation Pennew, avant de poursuivre vers l'Égypte le mois prochain. Nos lecteurs se souviennent sans doute de la fabuleuse réception que donna M. Carlyle, maintenant âgé de 24 ans, à l'hôtel Waldorf Astoria pour sa majorité. Depuis, scandale et indélicatesse sont devenus son image de marque, sans que cela nuise à la sympathie que lui portent les habitants de Manhattan. Ensuite, il y a un titre, les autres membres de l'expédition. L'éminent égyptologue Sir Aubrey Pennew sera de commandant en second de l'équipe et le responsable des fouilles. Le docteur Robert Hudson, un psychologue freudien à la mode, accompagnera l'expédition afin de poursuivre des recherches sur les pictogrammes antiques. Miss Hypatia Masters, souvent associée à M. Carlyle par le passé, jouera le rôle de photographe et d'archiviste. M. Jack Brady, un ami intime de M. Carlyle, s'occupera de l'intendance. À Londres, d'autres personnes pourraient se joindre à l'expédition. Donc, sous la photo, c'est sous-titré « L'Imperial Standard fait route vers Londres puis l'Égypte ». Tu continues de chercher et voilà, encore une fois, juste après, tout ça, c'est assez facile à trouver parce que ça s'enchaîne très vite. C'est les mêmes dossiers, donc tu regardes date par date et puis tu trouves un article qui date du 3 juillet 1919. Carlyle quitte l'Égypte. Le Caire. Sir Aubrey Pennew, porte-parole temporaire de l'expédition Carlyle, a annoncé lundi que les principaux membres de l'expédition allaient s'embarquer pour un repos bien mérité en Afrique orientale. Sir Aubrey a démenti toutes les rumeurs selon lesquelles l'expédition aurait découvert la trace du légendaire trésor des mines du roi Salomon. Il maintient que le groupe part en safari pour quelques jours de relâche après nos travaux dans les sables. Roger Carlyle, le riche chef new-yorkais de l'expédition, n'a fait aucun commentaire. Il souffre toujours de sa récente insolation. Au sujet de ce malheureux incident, des experts du cru ont déclaré que l'Égypte était bien trop chaud dans cette saison pour les anglo-saxons. Ils ont ajouté que le jeune Américain n'avait pas bien été inspiré par son enthousiasme libéral. Il aurait insisté, dit-on, pour manier lui aussi la pelle et la pioche. Tu continues de chercher et là, daté du 31 juillet 1919, un autre article titré « D'éminents visiteurs » à Mombasa. Et donc c'est un rapport Reuters. Les principaux membres d'une expédition archéologique américaine prennent dans notre ville quelques jours de vacances après de longues fouilles en Égypte dans la vallée du Nil. Notre sous-secrétaire, M. Royston Winnington, a présidé un dîner d'accueil donné en leur honneur à Collingswood House, au cours duquel Sir Aubrey, l'un des deux chefs de l'expédition, a enchanté tous les convives par son esprit. 2 Américains accompagnent Sir Aubrey, le jeune financier Roger Carlyle, ainsi que le médecin Robert Hudson. Le groupe s'enfoncera demain dans les terres pour un safari dans la région de Nairobi. Et à ce moment-là, tu es au début de tes recherches. Il reste encore beaucoup de choses à trouver. Tu n'es encore même pas à la fin de l'année 1919. Mais tu vois l'heure. Et donc tu as ton rendez-vous avec tes 2 amis. Tu as pris toute la matinée pour faire ces recherches. Je les rejoue. Très bien.
Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.